Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, Karine, 21 ans dans 4 jours, abandonnée toute son enfance par ses parents à un violeur, ami de la famille. Celle qui poursuit l'État pour faute lourde parce que toutes les alertes sont restées lettres mortes, témoigne ce matin sur Europe 1. Allemagne, Angela Merkel échappe à la crise grâce à un compromis avec son ministre de l'Intérieur, fin de la politique migratoire généreuse. Tour de France, Chris Froome blanchi par les instances internationales, 10 mois après un contrôle positif, sera bien au départ de la grande boucle samedi à Noirmoutier. Mais quelle sera l'accueil du public? Axel May dans ce journal et juste après le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, invité d'Europe Matin. Dans ce journal, avis de tempête pour l'été sur les places financières, nous dira Nicolas Barré. Visite de la prison de la Santé qui fait peau neuve et renforce sa sécurité au moment où Redouane Faïd est en cavale. Et Jeumont, à côté de Maubeuge, qui célèbre son héros, Benjamin Pavard. Un calvaire qui n'en finit pas malgré les rapports alarmants des services sociaux. 14 signalements à la justice, 2 enquêtes ouvertes aussitôt classées. C'est pour cela que Karine, on vous en parlait hier matin, vient d'engager une procédure contre l'État pour faute lourde. L'audience a eu lieu hier. Aujourd'hui, ce sont ces tortionnaires qui seront jugés et qu'elle va retrouver sur les bancs de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Ses 2 parents maltraitants et celui qui a brisé son enfance. Un homme âgé aujourd'hui de 65 ans dont elle parle ainsi, vous allez l'entendre dans ce témoignage exclusif recueilli par Salomé Legrand. Quand il abusait de moi, c'était la nuit. Il venait me chercher dans mon lit. Ensuite, il me ramenait au canapé qui était dans la salle à manger. Il était obligé de passer devant la chambre de mes parents. Leur porte était toujours ouverte, donc ils l'ont forcément vu venir me chercher. Autrement, il a pu arriver que c'était le mercredi ou le week-end. Il donnait de l'argent à ma mère pour qu'elle aille faire des courses, pour qu'elle soit pas au domicile quand les fêtes se passaient. Et pendant les vacances scolaires, c'était beaucoup plus fréquent. Et une fois qu'il m'avait violée, il allait toujours m'acheter des cadeaux. Je me souviens que j'avais peur de lui et que de toute façon, il m'avait dit que je devais pas le dire, que c'était un secret. Je pensais pas que c'était interdit, qu'on ne faisait pas ça aux enfants. Vous dites que vos parents étaient au courant, comment vous en êtes sûr? Ma mère m'a vue à plusieurs reprises dans le clic-clac nu avec cet homme-là. Il dormait tout le temps à la maison. Pour eux, c'était un ami de la famille. Quand j'ai été interrogée par la police, ils m'ont menacée en me disant que j'avais pas intérêt de dire ce que Roland me faisait subir. C'est incompréhensible tout ce que j'ai subi en sachant que j'étais suivie par les services sociaux et la justice. Je comprends pas. Pour moi, c'était horrible. Qu'est-ce qui est important pour vous avec ce procès? J'aimerais réellement qu'ils disent la vérité. La personne qui m'a violée, mes parents, que tout le monde avoue ce qu'ils ont fait. Que je puisse vivre. Karine, qui aura 21 ans samedi, le jour du verdict des assises à Rennes. Document européen de Salomé Legrand. Europe 1, il est 8h03. Elle a sauvé son poste de chancelière et la coalition au pouvoir, mais pour combien de temps et à quel prix? Angela Merkel a donc trouvé un compromis avec l'aile la plus à droite de sa majorité, la CSU bavaroise, incarnée par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui avait besoin d'une mesure symbolique, Hélène Kohl, pour sauver les élections dans son land mi-octobre. Oui, effectivement, et d'ailleurs beaucoup ce matin dénoncent une politique de la panique. On est allé au bord de l'explosion du gouvernement, au bord de l'implosion de la famille conservatrice pour une mesure qui ne concerne en réalité que très peu de personnes. Alors ce qui a été décidé cette nuit, c'est que les migrants déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne seront placés dans des centres de transit aux frontières allemandes avant de régler leur situation. Mais en réalité, il n'y a plus qu'une seule personne par jour qui rentre en Allemagne avec ce statut. On n'est plus du tout dans la situation de 2015-2016. D'ailleurs, même la CSU l'admet, mais le gouvernement allemand avait des problèmes toujours encore à faire passer ce message. Et puis des faits divers récemment, des révélations de scandales internes à l'Office des migrations ont renforcé l'impression que l'équipe d'Angela Merkel n'avait pas la situation en main. Les conservateurs avaient donc besoin de manière urgente d'une sorte de campagne d'affichage pour envoyer un signal de durcissement à leur base, tentée par l'extrême droite, notamment en Bavière, où la CSU dévisse en passe effectivement de perdre sa majorité absolue aux élections d'octobre, et ça serait une débâcle historique. On ne peut pas comprendre cette crise sans avoir ce contexte bavarois en tête. La surenchère du ministre de l'Intérieur ces derniers jours était purement électoraliste. En acceptant ce deal avec lui, Angela Merkel lui sauve la mise, mais à quel prix? Elle se brouille maintenant avec son autre allié, le SPD, qui estime que ce compromis de cette nuit va à l'encontre du contrat de coalition et qui ne l'a pour l'instant pas signé. Le SPD qui s'exprimera effectivement dans la journée. Merci Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 en Allemagne, en direct. Et
pendant ce temps, un nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Un naufrage a fait au moins 63 disparus. C'est un canot pneumatique avec 104 personnes à bord qui a coulé à quelques kilomètres des côtes. 41 rescapés ont pu être secourus parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage. Depuis le début de l'année, dans cette zone, on atteint déjà le millier de morts. L'économie ce matin, c'est un avis de tempête sur les marchés boursiers. La cause, Nicolas Barrès, c'est la bataille commerciale qui dégénère avec les États-Unis. Et l'Europe a en effet répondu aux États-Unis. Ça fait froid dans le dos. Dans un rapport adressé à Washington, la Commission a calculé que près du quart des exportations américaines, 300 milliards de dollars, seront frappés de mesures de rétention si Donald Trump poursuit sa politique protectionniste. Voilà qui inquiète les investisseurs du monde entier. De Wall Street à Shanghai, les marchés boursiers sont dans une zone de turbulence. La bourse chinoise vient d'ailleurs de tomber au plus bas depuis 2 ans. D'ailleurs encore moins 2% ce matin, après presque 3% de baisse hier. Avec, on peut le dire, un risque de contagion sur l'ensemble des marchés boursiers. C'est la grande crainte pour le semestre qui commence. Le climat de guerre commerciale va empoisonner les marchés financiers au moins jusqu'aux élections midterm américaines de novembre. Il se double d'un début de guerre d'échange. Les Chinois font baisser leur monnaie pour compenser les taxes américaines. À ce petit jeu, tout le monde finit par y perdre. Ajoutez à cela l'instabilité de la zone euro compte tenu de la situation politique en Allemagne et en Italie, plus un tassement de la croissance que l'on observe en Europe, mais aussi en Chine, qui représente un tiers de la croissance mondiale. Bref, vous avez là tous les ingrédients d'un été orageux sur les marchés boursiers. Nicolas Barrès, directeur de la rédaction des Échos, merci. Et puis une autre bataille, celle pour la présidence du MEDEF. Un duel très indécis entre Alexandre Sobo et Geoffroy Roux de Bézieux qui sera tranché peu avant 11h ce matin lors d'une assemblée générale de l'organisation patronale à la Mutualité à Paris. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal. Patrick Cohen. Pour la cavale de Redouane Faïd, rien de neuf. Son frère, qui était au parloir au moment de son évasion, a été remis en liberté hier soir après avoir expliqué qu'il n'était au courant de rien. Si Faïd est repris un jour, peut-être pourra-t-il éprouver les derniers aménagements de la vieille prison de la Santé, prison en plein Paris, où Michel Vaujour avait réussi à se faire la belle en hélicoptère lui aussi en 86. Europe 1 a pu visiter cette nouvelle Santé qui fait donc peau neuve après 4 ans de travaux. Chloé Triomphe. Malgré le précédent célèbre, à la Santé, ce type d'évasion n'est pas le premier danger car le survol de Paris en hélicoptère est interdit et très surveillé. En revanche, l'imbrication de l'établissement dans le cœur de la ville, avec des habitations qui donnent directement sur ses cours, présente un autre défi sécuritaire. La Santé va donc tester 2 nouveautés pour prévenir les évasions, à commencer par un système sophistiqué de détection de présence dans certaines zones de la détention, comme l'explique la nouvelle directrice Christelle Rotac. Alors on a un système qui est assez élaboré qui permet de détecter les circulations dans les zones qui sont interdites, notamment dans les zones extérieures. C'est un système de détection pour empêcher les évasions. Un autre système développé de manière expérimentale, c'est le brouillage GSM sur la détention. Ce dispositif de brouillage total des portables doit être extrêmement précis pour ne pas perturber les riverains. Mais surtout, il est censé rendre impossible tout contact avec la détention, en particulier pour préparer une évasion. Quant aux conversations que les détenus pourraient avoir depuis la ligne fixe qui sera installée dans chaque cellule, elles pourront à tout moment être écoutées par l'administration. Chloé Triomphe, et vous pourrez voir des photos avant, après sur cette rénovation de la prison de la Santé sur notre site europe1.fr. Les sports, le Tour de France, départ samedi de Noirmoutier avec Chris Froome au départ. Le quadruple vainqueur a obtenu l'annulation des poursuites de la Fédération internationale malgré son contrôle de septembre dernier sur le Tour d'Espagne avec dans les urines un taux de salbutamol, médicament anti-asthmatique 2 fois supérieur à la dose maximale autorisée. L'Agence mondiale antidopage et l'Union cycliste internationale ont finalement estimé que Froome n'avait pas triché. Les dirigeants du Tour de France font contre mauvaise fortune bon cœur. On entendra Christian Prudhomme dans quelques minutes, notre invité. Mais qu'en sera-t-il du public du Tour ? Sky, l'équipe de Froome, a pris ses précautions. Axel May. S'il y a une chose avérée, c'est que la Sky n'aime pas l'imprévu. Alors la formation britannique devrait protéger encore plus que d'habitude son leader. Dans le peloton où certains coureurs avaient dénoncé sa présence, ses coéquipiers seront là pour l'encadrer. Le Français Kenny Elissonde était avec lui lors du Giro, du Tour d'Italie, qu'il a remporté en mai dernier, alors que l'affaire n'était pas résolue. Froome lui m'a dit qu'il a l'habitude d'évoluer dans ce climat-là, parce que de toute façon dans tous ses tours, il y a toujours eu des polémiques autour de lui. Il a fait preuve de sang-froid dans ces situations-là, même si je pense que c'est difficile de s'habituer à ce genre de choses. Au départ et aux arrivées des étapes,
Chris Froome aura son garde du corps attitré, comme lors du Giro et comme lors du Tour d'Espagne où il a subi ce fameux contrôle antidopage. Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, en appelle à la bienveillance du public, conscient évidemment de ne pas pouvoir contrôler les millions de personnes présentes sur les routes du Tour. Depuis le début de la saison, le public a plutôt réservé un bel accueil à Froome. C'est tout juste si en Italie, un spectateur a été aperçu en train de courir à ses côtés, déguisé en ventoline géante. Axel May est donc le directeur du Tour de France. Christian Prudhomme avec nous dans quelques minutes. Le mondial avec Jérôme Lacroix tout à l'heure dans le journal du mondial à 8h40. On vous fera revivre la remontée fantastique des Belges hier soir face au Japon. Des Belges qui affronteront le Brésil en quart de finale. Aujourd'hui, les deux derniers huitièmes de finale. Suède-Suisse à 16h et Colombie-Angleterre à 20h. Pour les Bleus qui ont rendez-vous vendredi face à l'Uruguay, il y a maintenant des ferveurs locales. Par exemple, à Jeumont, près de Maubeuge. Une gloire du football y a grandi à Jeumont, Jean-Pierre Papin. Mais voici qu'un autre enfant du pays prend le statut de héros, c'est Benjamin Pavard. Le portrait du défenseur est désormais buteur des Bleus, est omniprésent dans la petite ville. Lionel Gougelot. Dès le début du mondial, Benjamin Saint-Huil, le maire de Jeumont, avait fait installer au-dessus de la rue principale du centre-ville une grande banderole d'encouragement pour les Bleus avec le portrait de Benjamin Pavard. Il a eu le nez creux. On voulait dès le départ afficher un soutien à l'enfant du pays, qui sache que les gens d'ici ils sont derrière lui, fiers de lui. Il a grandi ici et il permet à chacun de s'identifier dans la réussite de l'équipe de France. À l'US Jeumont, le club des débuts de Benjamin, Romain et Patrick se repassent en boucle depuis samedi la vidéo de son but égalisateur contre l'Argentine. Moi, il me fait toujours frissonner. On était fous quand on a vu le but. C'est phénoménal. Quand il a commencé à jouer ici, vous imaginiez qu'il aurait un tel destin Non, mais bon, son père, il y croyait, je crois. Parce que oui, c'est son père, il a fait des sacrifices pour qu'il arrive là quand même. Confirmation d'Hamza Farchiche, le président du club. Effectivement, il a été très suivi par son père. Il l'a pas lâché depuis sa jeunesse. Très strict, mais on voit le résultat aujourd'hui. Il a le mental pour ne pas se griser de tout ce qui se passe actuellement. Je pense qu'effectivement, on parlait beaucoup d'éducation, mais je pense qu'il a eu cette éducation de rigueur. Le fait d'écouter les consignes, de les respecter, de ne pas s'enflammer. Je pense qu'il aura le mental, lui, pour dépasser ce but et continuer cette Coupe du Monde de manière sereine. Avec un parcours jusqu'en finale, espère-t-on ici, et pourquoi pas, on peut toujours rêver, Benjamin qui ramènerait la Coupe du Monde à Jeumont. Jeumont, Lionel Gougelot, Europe 1. Restez avec nous dans un instant, le sport encore, le Tour de France. Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle avec nous.